Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'autogestion et l'économie sociale au XXe siècle, une approche macroéconomie. Au XXe siècle, et au travers de plusieurs révolutions socialistes, chinoises, yougoslaves, tanzaniennes, un hypothétique système alternatif au capitalisme et au socialisme étatique apparaît. Il s'agit du système socialiste autogestionnaire ou coopératif. Celui-ci implique l'appartenance du concept d'autogestion à l'histoire du socialisme. Selon Marx, cette dernière est constituée de 3 phases. Au capitalisme, stade paroxysmal de la lutte des classes, succède d'abord le socialisme, stade inférieur au communisme où est maintenu un pouvoir politique doté à la fois de moyens de répression à l'égard d'une bourgeoisie qui tarde à disparaître et de moyens de production en vue de créer une société d'abondance, puis le communisme, où est proscrite toute contrainte économique et politique en conséquence du principe « à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ». L'existence de ce triptyque restreint le choix de l'époque où l'autogestion peut s'intégrer dans l'histoire du socialisme. Elle ne peut appartenir qu'à 2 espaces temporels. D'une part, l'autogestion apparaît entre le capitalisme et le socialisme. Dans ce premier cas, elle ne représente qu'une étape dans l'organisation de la société sur des bases socialistes. Le socialisme est le but final, elle est une solution limitée aux périodes révolutionnaires. Bien qu'en apparence l'autogestion subsiste sous une certaine forme d'autonomie de gestion, elle s'inscrit dans un système où l'économie nationale est soumise à une planification impérative par les organes centralisés. D'autre part, l'autogestion peut se situer entre le socialisme et le communisme. Durant cette phase, l'autogestion a essentiellement vocation à remédier aux problèmes que sont la bureaucratie et l'étatisme. Nous allons justement tenter de mettre en évidence ce phénomène au travers du premier chapitre de cet ouvrage. Parallèlement à cette conception systémique, une autre approche de l'autogestion et de la coopération voit le jour au XXe siècle, suscitée essentiellement par les travaux de G. Fauquet. La coopération va désormais être considérée comme un secteur économique, et non plus comme un projet global. L'autogestion va elle aussi suivre cette orientation. Dans les années 1970, à la faveur de la crise de l'emploi, elle se décline prioritairement en expérience limitée au cadre de l'entreprise, nouvelle vague de coopératives des travailleurs à partir de 1978, reprise d'entreprises en faillite. Enfin, l'économie sociale, qui avait été également conçue dès le XIXe siècle comme une alternative globale au capitalisme naissant, va être reconnue comme un 3e secteur. Face aux crises du libéralisme et de l'État-providence, des structures n'appartenant ni à la sphère publique ni au secteur de l'économie privée capitaliste se créent, cas des systèmes d'échanges locaux scellent ou réapparaissent sur le devant de la scène économique, cas des entreprises de type coopératif et constituent un tiers secteur, appelé encore secteur de l'économie sociale ou non-profit sector dans la littérature anglo-saxonne. Celui-ci regroupe aujourd'hui 3 types d'organisations: les coopératives, les mutuelles et les associations. Les entreprises autogérées, c'est-à-dire les coopératives de travailleurs, vont désormais apparaître comme un segment limité de l'économie sociale, mais elles en sont la pointe avancée, notamment en matière de participation des travailleurs et de démocratie. Dans le 2e chapitre, nous nous pencherons successivement sur les concepts de coopération, d'autogestion et d'économie sociale, essentiellement en France. Chapitre 1. De la République coopérative à l'autogestion yougoslave. L'idée d'autogestion trouve essentiellement ses origines dans le vaste mouvement ouvrier, en réaction aux excès du libéralisme et de l'industrialisme. Pour les pères fondateurs de cette idée, comme dans les premières associations ouvrières du XIXe siècle, l'autogestion est dès le départ considérée comme un instrument privilégié du changement social, voire même comme un projet de société en soi 22. Au XXe siècle, les difficultés croissantes rencontrées par les 2 systèmes politiques dominants à l'échelle mondiale, le capitalisme et le socialisme étatique, invitent à la recherche d'une nouvelle organisation de la société à la fois socialement juste et économiquement efficace, dans la lignée des idées défendues par Charles Gide, 1847 à 1932. Cette situation favorise évidemment la mise sur le devant de la scène économique du concept d'autogestion. Globalement, jusqu'à la Première Guerre mondiale,
Les mouvements socialistes européens considèrent les coopératives de travailleurs comme une préfiguration de l'organisation économique et sociale pour laquelle ils luttent. Dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est surtout dans les pays en voie de développement que l'idée d'autogestion s'intègre à de grands projets politiques. Des pays comme la Chine, Israël, la Tanzanie, le Chili, le Pérou, le Nicaragua, la Yougoslavie font de diverses formes d'entreprises autogérées surtout dans l'agriculture, le vecteur d'une troisième voie de développement indépendante du capitalisme occidental et du socialisme étatique de l'Europe de l'Est. La majorité de ces expériences se réfèrent aux traditions coopératives et autogestionnaires, soviètes, communes populaires ou Ramaa. Cependant, le contrôle des entreprises autogérées par le haut, dans le cadre d'une planification impérative, limite les marges de manœuvre réelles laissées à la base, c'est-à-dire aux travailleurs. En revanche, l'expérience yougoslave va beaucoup plus loin que les autres en s'appuyant sur une planification indicative. Du projet coopératif de Gide au mouvement socialiste européen. Le projet coopératif a longtemps été celui d'une autre organisation globale de l'économie. Cette vision macroéconomique d'un système économique alternatif nous paraît culminer au XXe siècle avec la République coopérative de Gide. Les expériences d'autogestion ont été nombreuses dans l'histoire du XXe siècle. Il nous semble peu opportun de refaire ici leur historique, car les difficultés rencontrées ont été pratiquement identiques, quel que soit le pays et l'année où l'autogestion a été expérimentée. Nous aborderons ici par conséquent les expériences les plus significatives. Le coopératisme de Charles Gide. Bien qu'en matière d'économie sociale, les inspirations associationnistes et mutualistes sont importantes, les nouveaux apports doctrinaux sont à chercher du côté d'une nouvelle famille de doctrines caractéristiques de la fin du XIXe siècle, les solidarismes, dont fait partie le coopératisme de Gide. Cette nouvelle école de pensée va donner à l'économie sociale un rôle central et fonder son autonomie. Elle contribuera même à l'organisation du tiers secteur. Ce nouveau courant de pensée aspire à se situer entre le libéralisme et l'étatisme. Au libéralisme, les solidaristes reprochent l'individualisme et lui préfèrent l'individualité. L'individualisme, c'est la concentration d'un être qui se replie sur soi-même. L'individualité, c'est un épanouissement d'un être qui se déploie au dehors, note Gide. De l'étatisme, les solidaristes critiquent l'orientation collectiviste et la déviation liberticide. Une imprégnation proudhonienne semble se retrouver ici. Gide résume ainsi l'esprit solidariste. Ce qu'il voudrait, n'est-ce pas quelque chose qui ne fut ni de l'individualisme ni le collectivisme ? Qui tendit à l'abolition du capitalisme et du salariat sans sacrifier ni la propriété privée, ni les libertés héritées de la Révolution ? 28. Les idées de Gide peuvent paraître quelque peu désuètes aujourd'hui. Cependant, le coopératisme de Gide a sans aucun doute permis de réaliser l'unité du mouvement coopératif de consommation. Il a donc une importance historique de premier plan. A. L'école de Nîmes et l'utopie coopérative. L'école de Nîmes, qui apparaît en France à la fin du XIXe siècle, à l'initiative du milieu protestant très actif dans cette région, se réfère essentiellement à l'expérience de Rochdale pour la mise en place de coopératives de consommateurs fonctionnant sur le principe de la démocratie coopérative, un homme, une voix. Cette association se consacre à la création de la première fédération française des coopératives de consommation, 1885, et de l'émancipation, 1887, journal d'économie politique et sociale, organe des associations coopératives et ouvrières. Elle participe largement, du côté français, à la naissance, en 1895, de l'Alliance coopérative internationale, ACI, et contribue au renouveau doctrinal de la pensée coopérative sous l'impulsion de Gide. L'originalité du coopératisme est marquée par la place dévolue à la coopération de consommation, alors que le socialisme associationniste avait promu la coopération de production comme le note ironiquement Gide. Pendant un demi-siècle, elle a été pour la classe ouvrière en France comme la colonne de feu et de fumée qui guidait le peuple d'Israël à travers le désert, 29. À l'inverse, l'école de Nîmes fait de la coopération de consommation le centre de la rénovation sociale qu'elle appelle de ses vœux. Le mode d'organisation, dit Gide,
qui contient en puissance la société future comme la graine contient le fruit. 30. Ainsi, Gide ne prône pas l'autogestion des travailleurs mais une démocratisation des consommateurs. Rejetant le gouvernement du travail autant que celui du capital, Gide en appelle au règne des consommateurs qui forment la totalité du corps social. Qu'est-ce que le consommateur, disent-ils? Rien, que doit-il être? Tout. L'ordre social actuel est organisé en vue de la production et nullement en vue de la consommation, ou si vous aimez mieux, en vue du gain individuel et nullement en vue des besoins sociaux. La pyramide qui était posée sur la pointe, ce qui donnait un équilibre instable, sera retournée sens dessus-dessous et assise désormais sur sa base, ce qui donnera un équilibre stable. La production, au lieu d'être maîtresse du marché, reviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, servante obéissant docilement aux ordres de la consommation. Ainsi, s'appuyant sur une analyse critique du capitaliste et de la théorie classique, Gide attribue à la coopération un véritable rôle de transformation sociale. En réorganisant la société au moyen de la coopération de consommation, il espère aboutir à une république coopérative. Dès 1889, Gide donne les 3 étapes de son programme. 1 degré grouper entre elles les sociétés, prélever sur leurs bénéfices la plus grosse part possible pour fonder de grands magasins de gros et opérer les achats sur une grande échelle. 2 degrés avec les capitaux ainsi constitués se mettre à l'œuvre pour produire tout ce qui est nécessaire aux besoins des sociétaires en créant boulangerie, menuiserie. 3 degrés enfin dans un avenir plus ou moins éloigné, d'acquérir des domaines, des fermes, produire directement sur ces terres. Jugé trop ambitieux, son projet ne se réalisera pas. Néanmoins, comme le souligne Aguelin, à la charnière du 19e-20e siècle, cette école de pensée possède un rayonnement considérable dans le milieu intellectuel. Par sa doctrine et bientôt par ses réalisations, elle peut apparaître comme une 3e voie. Elle contribue sans doute à la construction du mythe de l'âge d'or coopératif. Elle procède d'une grande utopie. L'école de Nîmes se distingue des écoles libérales et socialistes parce qu'elle considère la coopérative comme une fin, et non comme un moyen. Elle s'inspire des équitables pionniers de Rochdale, mais à l'inverse de l'expérience anglaise, l'école de Nîmes ne s'adresse pas spécifiquement au monde ouvrier. Elle s'appuie sur le principe de la porte ouverte et refuse tout engagement partisan. La coopération étant faite pour les consommateurs, et tout le monde étant consommateur, la coopérative doit être ouverte à tous, sans distinction de parti, d'église, de profession, de cocarde. Il faut que sur la porte on puisse lire « Entrée libre ». 36. L'école de Nîmes est également hostile à la vente à crédit qui majore le prix et qui crée une servitude du débiteur à l'égard de son créancier. Tout en mesurant les atteintes à l'esprit coopératif, elle accepte cependant la vente temporaire au public et la présence, à côté des sociétaires, d'adhérents qui ne souscrivent pas de part sociale. La vente au prix de marché répond au désir de ne pas heurter le commerce non coopératif et surtout, au souci de dégager les excédents nécessaires pour les ristournes, le financement des œuvres sociales et éducatives, voire des investissements productifs. B. L'économie sociale et les expositions universelles. Lors des expositions universelles parisiennes, et en dépit de leur diversité, les mouvements coopératifs et mutualistes mettent l'accent sur leur identité commune. Apparue en 1830, c'est néanmoins au tournant du XIXe siècle que l'économie sociale acquiert une dimension et une reconnaissance qui assureront sa prospérité. Cette reconnaissance est symbolisée par le palais de l'économie sociale et ses quelques 4500 exposants de l'exposition universelle de 1900 qui a pour rapporteur Gide. Celui-ci va faire le lien entre la science de l'économie sociale, celle des rapports volontaires, contractuels, quasi-contractuels ou légaux, que les hommes forment entre eux en vue de s'assurer une vie plus facile, et un secteur institutionnel très concret. Dans son rapport, Gide décrit l'économie sociale comme une cathédrale. Dans la grande nef, j'y mettrai toutes les formes de libre association qui tendent à l'émancipation de la classe ouvrière par ses propres moyens. Dans l'un des 2 collatéraux, tous les modes d'intervention de l'État, dans l'autre toutes les formes d'institutions patronales, et en bas dans la crypte, l'enfer social, tout ce qui concerne les plus misérables. 42. En fait, il s'agit d'organisations qui tendent à améliorer la prévoyance, l'indépendance, le confort et les conditions de travail. Comme le souligne Aguelin,
cette acception très large couvre ce qu'on appellerait aujourd'hui le secteur de la protection sociale, qui rassemble toutes les procédures privées ou publiques d'affectation d'épargne à des fins sociales. L'économie sociale, telle qu'elle a été réinvestie aujourd'hui, a reçu une définition plus étroite et plus homogène. Elle est composée d'organismes producteurs de biens et de services aux statuts juridiques différents, mais au sein desquels la participation des hommes résulte de leur libre volonté, où le pouvoir n'a pas pour origine la détention du capital et où la détention du capital ne fonde pas la répartition des profits. Globalement, il s'agit d'organismes fondés sur la solidarité et sur le self-help. Jusqu'à la fin du siècle, sous l'impulsion de Gide mais aussi de Léon Walras, 1834 à 1910, qui publie en 1896 des études d'économie sociale, l'économie sociale est présentée comme une nouvelle façon de faire de l'économie politique, en intégrant la question sociale occultée jusqu'alors et devenue incontournable depuis la révolution industrielle. Comme le note Gide dans son rapport. Cette superbe science des richesses, l'économie politique, n'a rien dit au peuple de ses peines ni des moyens de les guérir, tandis que l'économie sociale lui parlait de tout cela. Néanmoins, on peut remarquer l'influence de l'économie sociale walrasienne sur Gide. Faisant antérieurement partie de l'économie politique, l'économie sociale s'en détache avec Walras, pour s'intéresser à la répartition de la richesse sociale et aux interventions nécessaires afin de corriger les effets néfastes de cette économie pure. L'économie sociale va alors examiner les conditions permettant de concilier le mode de production économique, avec une réduction de la pauvreté qui menace l'ordre établi, d'où l'accent porté sur la morale. Comme le confirme la position de Gide, qui passe de la contestation de l'économie politique à la reconnaissance de sa complémentarité avec l'économie sociale, les analyses de l'économie sociale se singularisent par l'attention portée aux problèmes de redistribution. Comme le note Sévienet, elles sont consacrées à des activités et des acteurs qui ne fonctionnent pas selon les règles du marché et l'entreprise capitaliste. Il ne s'agit plus pour Gide de prôner la république coopérative, ou d'opposer une nouvelle école aux écoles libérales et socialistes, mais de reconnaître la complémentarité entre l'économie politique pure. En effet, avant 1900, l'économie sociale désigne avant tout des courants contestataires de l'économie politique dominante, laquelle prône la séparation des règles de la morale et de l'économie. Les deux ouvrages d'Asmith, La théorie des sentiments moraux, 1759, et L'essai sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, en sont les principales manifestations. Pour cet auteur, l'économie sociale désigne des fonctions, qui sans pouvoir être organisées elles-mêmes selon les règles de la production marchande, sont néanmoins nécessaires au respect de ces dernières, administration, justice, éducation. Gide trouve ainsi le moyen de réconcilier l'intérêt et la justice pour que soient corrigés les excès du marché, tout en introduisant le rôle de l'État. Néanmoins, si l'on se réfère à l'analyse récente de Pierre Dockès, la vision walrasienne de la question sociale que ne pouvait assurer que l'économie de marché relèverait du socialisme. Selon Hagelin, le coopératisme, ce véritable socialisme coopérateur, a sans aucun doute animé beaucoup de militants de la coopération de consommation du tournant du siècle. Au siècle de la grande misère industrielle et des grandes espérances, la coopération dans son principe pouvait sembler un moyen bien limité. Mais conçue ainsi, elle prenait une toute autre dimension. Elle apparaissait bien comme une troisième voie fraternelle et pacifique. Au cours du XXe siècle, plusieurs révolutions socialistes ont visé, elles aussi, à inventer un système global alternatif en considérant les coopératives comme une préfiguration de l'organisation économique et sociale à atteindre. Mais contrairement à Gide et à l'école de Nîmes, il s'agissait majoritairement de coopératives de travailleurs. Les conseils ouvriers. Dès le début du XXe siècle, durant et surtout après la Première Guerre mondiale, on assiste à l'émergence spontanée de conseils ouvriers dans de nombreux pays. Pour leur passage du simple contrôle ouvrier à la gestion ouvrière, ils s'inspirent du modèle soviétique de 1917, c'est pourquoi nous nous attarderons ici sur cette expérience. L'échec plus ou moins rapide de ces tentatives est général. L'émergence brutale et inattendue des conseils ouvriers se heurte partout à une réaction centralisatrice et hostile des pouvoirs politiques. Les soviets.
L'autogestion trouve une première tentative d'application nationale en Russie dans les conseils ouvriers, qui ont spontanément pris la direction des entreprises avant l'arrivée au pouvoir des bolcheviks. Si en 1871 la Commune de Paris connaît les premières applications du conseillisme, lors des événements russes de 1905 et de 1917, il apparaît sous son aspect définitif. Les conseils ouvriers ne se contentent pas de contrôler leurs entreprises, mais souhaitent gérer directement toute l'économie nationale. En 1916, la prorogation de la Douma, élue en 1912, accompagnée d'un remaniement ministériel inspiré par Raspoutine, marque une rupture entre le tsarisme et le pays, où les conséquences d'une guerre meurtrière et désorganisatrice créent un profond mécontentement. En février 1917, la détérioration de la situation alimentaire à Pétrograd, instauration des cartes de ravitaillement, la lassitude de la guerre, la misère du peuple et le luxe des privilégiés scandaleusement enrichis provoquent une vague de grèves et de manifestations, où s'ajoutent aux revendications salariales et d'approvisionnement les mots d'ordre politique contre la guerre et l'autocratie. Le mouvement de grève s'étend rapidement à partir du 14 février, et le 18, il touche l'usine Poutilov à Pétrograd où la direction répond le 22 par un lock-out. La fin de février, les 5 jours du 23 au 28, est décisive, marquée par des collisions sanglantes avec la police et l'armée. Le 27, les ouvriers de Pétrograd élisent un soviet, un conseil, où les mencheviks et les socialistes révolutionnaires sœurs sont en majorité. Ce même jour, la Douma élit un comité provisoire qui, après s'être efforcé en vain de rétablir l'ordre et de négocier un accommodement avec le tsar, contraint ce dernier à l'abdication, le 2 mars, et se constitue avec l'accord du soviet en gouvernement provisoire. Tandis que le gouvernement provisoire poursuit la guerre, le peuple exprime des revendications, telles que le désir de la paix et l'application de la journée de 8 heures, incompatible avec une politique belliqueuse. Dans le même temps se poursuit dans les villes et les campagnes une lutte sociale, devant laquelle le gouvernement divisé reste impuissant. Confortant sa position, le patronat refuse au comité d'usine le contrôle ouvrier, ainsi que toute concession, et répond à la grève par le sabotage et le lock-out. À la campagne, les propriétaires menacés par les comités de village, qui commencent à occuper les terres, n'obtiennent pas du gouvernement l'envoi de troupes pour rétablir l'ordre. Aux revendications nationales s'ajoutent des conflits sociaux. À partir de cette crise, le parti bolchevique conquiert peu à peu les soviets aux dépens des mencheviks et des sœurs. Les avril 1917, Lénine, 1870 à 1924, écrit un rapport sur les tâches du prolétariat dans la présente révolution, les 10 thèses d'avril, adoptées par la conférence du parti bolchevique. Le premier point répond au sentiment général d'hostilité à la guerre, la qualifiant de guerre impérialiste, de brigandage, et condamnant le défensisme révolutionnaire. Le 6e point répond au vœu d'une paysannerie très pauvre en proposant la confiscation de tous les domaines des propriétaires fonciers et leur partage immédiat. Dans le texte, Lénine parle de nationalisation des domaines et non de collectivisation. Au 2e et 5e point, Lénine abandonne l'idée d'une république de transition parlementaire et bourgeoise, mais demande le passage immédiat à une république des soviets de députés ouvriers, salariés agricoles et paysans, dans le pays entier de bas en haut. Dès octobre 1917, le gouvernement provisoire est renversé par le parti bolchevique et un gouvernement de soviets dirigé par Lénine est mis en place. Pour maîtriser une société en crise et en grande partie féodale, la direction bolchevique se préoccupe en premier lieu de la renaissance de l'industrie. À cet effet, les bolcheviks proposent de nationaliser les groupes les plus importants, laissant tout d'abord le reste de l'industrie en l'état de propriété capitaliste, avec à côté le gouvernement et le contrôle ouvrier. Pour Lénine, l'autogestion ouvrière semble différente de celle qui a émané des masses ouvrières anglaises et françaises du milieu du XIXe siècle. Il tend uniquement à préconiser l'inspection, la comptabilité et le contrôle, par les ouvriers des décisions des autres. Ainsi, dès les premiers jours du nouveau gouvernement, Lénine demande à l'ex-menchevique Larine de s'entretenir avec les capitalistes pour édifier des trusts capitalistes d'État. Lénine rencontre également les chefs, principalement bolcheviques, du Conseil central des comités d'usine de Pétrograd, CCCUP,
pour discuter leurs propositions d'un Conseil économique suprême central, chargé de coordonner l'économie. Lénine, intéressé, préfère néanmoins rédiger un décret qui souligne les problèmes de la direction exercée par les ouvriers locaux, que les comités d'usine de Pétrograd tiennent déjà pour assurer. Ce décret prévoit que les décisions des comités peuvent être annulées par les syndicats. En novembre 1917, ce document devient un décret officiel en vertu duquel les comités d'usine sont maintenant assujettis au Conseil pan-russe du contrôle ouvrier, CCO. Cet organisme est dominé par les représentants des soviets, des coopératives et des syndicats. Il émet par conséquent des instructions qui subordonnent les comités aux syndicats et confient aux employeurs, et non aux comités, le contrôle de la production. Les chefs des comités d'usine acceptent ce décret, mais ignorent le CCO. Ils publient alors des instructions différentes qui exigent que les décisions des comités soient obligatoires pour la gestion, et que les comités s'unissent en une hiérarchie de fédération pour coordonner l'économie. Ces instructions reçoivent un énorme appui des ouvriers et des bolcheviks. Cependant, Lénine ne les officialise pas et en décembre, son gouvernement met en place sa propre version du C. Cet organisme a une minorité de représentants des comités, aucune responsabilité véritable devant les comités, et est constamment éclipsé par le pouvoir des commissaires du peuple. Les comités d'usine sont les premiers organismes à soutenir la politique des bolcheviks en 1917. Impliqués dans le fonctionnement au jour le jour des usines, ils ont également plus d'expérience dans la gestion de l'industrie. Néanmoins, les syndicats persuadent très vite Lénine que les comités pêchent par trop de localisme et doivent leur être subordonnés. En janvier 1918, le Congrès des syndicats réclame une reconstruction industrielle basée sur l'investissement étranger et le taylorisme. Le dirigeant bolchevique Zinoviev rejette le droit de grève et demande au Congrès de proclamer les syndicats organismes d'État. Peu de temps après, la direction du parti décide de dissoudre les comités d'usine dans les syndicats. Évidemment, les ouvriers s'opposent à cette absorption. Le traité de paix de Brest-Litovsk cède les 3/4 du fer et du charbon de l'État soviétique à l'Allemagne, et au printemps 1918, la moitié de la main-d'œuvre de Pétrograd est sans emploi. Pour survivre à cette crise, Lénine commence à faire campagne pour la gestion d'un seul, au travail, proclamant qu'il n'y avait absolument aucune contradiction de principe entre la démocratie soviétique, c'est-à-dire socialiste, et l'exercice d'un pouvoir dictatorial par les individus. Nous devons apprendre à combiner la démocratie de la réunion publique exercée par les travailleurs, turbulente, houleuse, débordant de ses rives comme une inondation printanière, avec une discipline de fer pendant le travail, avec l'obéissance sans réplique à la volonté d'une seule personne. En mars 1919, les bolcheviks décident d'adopter des mesures impitoyablement résolues et draconiennes, d'intensifier la discipline. Lénine affirme même que les peines, pour des infractions à la discipline du travail, pourraient aller jusqu'à l'emprisonnement. Les autorités nomment des commissaires pour diriger un certain nombre d'usines et introduisent des méthodes dictatoriales, pour tenter de contenir la crise des chemins de fer. La menace des capitalistes de transférer la propriété de leurs entreprises aux Allemands en vertu du traité de Brest-Litovsk, mais aussi le déferlement de troubles ouvriers, contraignent le gouvernement à annoncer en juin 1919 la nationalisation des grands secteurs de l'industrie. Toutefois, la nationalisation a souvent mené les comités d'usine à limiter leur action à leur rôle originel de surveillance, et une fois la guerre civile en cours, dès décembre, il fut décidé de faire toute la gestion par le haut. L'évincement progressif des conseils ouvriers s'achève en 1921. Le dernier soubresaut du conseillisme se produit au congrès du parti en 1921. L'opposition ouvrière représentée par Schleipnikov, ancien ouvrier métallurgiste devenu premier commissaire du peuple au travail, demande que la gestion de la production et de l'économie soit confiée au collectif ouvrier d'usine, qu'une direction collégiale soit substituée à la direction unique. Mais ces propositions sont violemment rejetées. Trotsky insiste sur le danger qu'une telle dualité de pouvoir fait courir à l'État, en rappelant la mutinerie de Kronstadt où le pouvoir des soviets avait osé se dresser contre le gouvernement soviétique. De l'expérience des conseils russes, il en ressort une opposition évidente entre février et octobre. Comme le note M. Ferraud. Effectivement,
le caractère spontané du mouvement révolutionnaire est manifeste lors de la chute du tsarisme, alors que 8 mois plus tard ce fut l'action des organisations politiques qui joua un rôle déterminant. Anton Pannekoek, 1873 à 1960, membre dirigeant de l'ultra-gauche germano-hollandaise au lendemain de la Première Guerre mondiale, fut l'un des rares théoriciens marxistes à tirer des enseignements immédiats des expériences de la Révolution d'octobre. Dans la brochure intitulée « Révolution mondiale et tactique communiste » qu'il rédige en 1920 à l'occasion du deuxième congrès de la Île internationale, il s'insurge contre les déviations étatiques et bureaucratiques que le marxisme subit dans sa variante russe. En effet, il fait remarquer qu'à défaut d'une révolution mondiale, l'arriération de la Russie rend inévitable l'instauration d'une bureaucratie dans les entreprises et à la tête de l'État. Convaincu que la production moderne sécrète l'auto-organisation de la production par les travailleurs, Pannekoek élabore une doctrine autogestionnaire dans son livre Workers' Councils publié à Melbourne en 1950. Pour l'auteur, seule l'autogestion réalisée par les conseils ouvriers correspond à un marxiste vivant et authentique. Le système social dont il est question ici pourrait être appelé du nom de communisme si ce nom n'était utilisé dans la propagande mondiale du Parti communiste pour désigner son système de socialisme d'État sous une dictature du parti. En effet, mes conseils ouvriers sont la forme d'autogouvernement qui remplacera dans les temps à venir les formes de gouvernement de l'Ancien Monde. Les conseils ouvriers ont pour Pannekoek l'avantage inestimable de mettre le socialisme à l'abri de toute sclérose organisationnelle. Nés spontanément, ils sont plus aptes selon l'auteur à assurer la continuité marxiste dans le mouvement perpétuellement changeant de l'histoire. En effet, les conseils ouvriers ne sont pas une forme quelconque d'organisation fixe élaborée pour toutes et dont il resterait seulement à perfectionner les détails. Il s'agit d'un principe, le principe d'autogestion ouvrière des entreprises et de la production. Conseils ouvriers, cela veut dire lutte de classe ou la fraternité à sa place, l'action révolutionnaire contre le pouvoir d'État. En bref, pour Pannekoek, les conseils ouvriers réalisent l'auto-émancipation des travailleurs exaltés dans les statuts de la Première Internationale. La pensée fondamentale du système des conseils se résume en ceci: les producteurs doivent être eux-mêmes les maîtres des moyens de production. Si leur esprit s'en pénètre, ils sauront eux-mêmes nécessairement ce qu'il faudra faire. B. Les conseils d'usine italiens. En 1916, la Fédération italienne des ouvriers de la métallurgie obtient une convention instituant l'élection de commissions internes au sein de chaque entreprise. Impulsés par l'exemple soviétique, ces organismes de représentation ouvrière tendent rapidement à se transformer en véritables conseils d'usine à vocation gestionnaire. Cette radicalisation progressive est jalonnée d'occupations d'usines et de grèves souvent sanglantes. Par exemple, en 1917, en connexion avec la révolution soviétique, les ouvriers de Turin tentent de faire revivre la commune. Le soulèvement est étouffé dans le sang, 500 morts, 2000 blessés et de nombreuses arrestations et déportations. Les conseils d'usine réapparaissent une dernière fois en septembre 1920 lorsqu'à la suite d'un lock-out patronal, les ouvriers italiens occupent leurs usines. Pendant un laps de temps, ils continuent la production tout en défendant par leurs armes leur lieu de travail. Antonio Gramsci, 1891 à 1936, partisan du conseillisme italien et directeur du journal Odin Nuovo, soutient les conseils d'usine. Selon lui, ce sont ces derniers qui font coïncider l'infrastructure économique et la superstructure politique. S'opposant à l'organisation étatique et bureaucratique de l'Union soviétique, il estime que la dictature du prolétariat doit reposer sur des organismes créés spontanément par le prolétariat et non sur le parti. C. Les conseils ouvriers allemands. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les dirigeants syndicaux allemands signent avec les représentants des industriels un accord qui crée la communauté de travail des patrons et des salariés de l'industrie et des branches professionnelles d'Allemagne. La social-démocrate allemande et les syndicats ne s'engagent pas dans une lutte des classes selon le modèle bolchevique, mais s'efforcent de mettre sur pied la collaboration des classes dans le cadre de mécanismes paritaires. En revanche, la Ligue spartakiste, dirigée par Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, tente d'utiliser dans un but révolutionnaire les conseils ouvriers qui avaient surgi après la fin de la guerre. En effet,
Le programme de la Ligue prévoit l'élection dans toutes les usines de conseils d'entreprise qui, en accord avec les conseils ouvriers, sont appelés à définir toutes les règles intérieures de l'entreprise, à déterminer les conditions de travail, à contrôler la production et finalement à exercer la direction de l'entreprise. La semaine sanglante de Berlin du 5 au 12 janvier 1919, suivie de l'assassinat des 2 dirigeants de la Ligue, met fin aux espoirs spartakistes d'établir sur le lieu même du travail un double pouvoir social et politique. Le spartakisme trouve son épilogue dans l'apparition aussi surprenante qu'éphémère en Bavière d'une république des conseils. Mise en place le 7 avril 1919 et s'appuyant sur une infime minorité, elle fut écrasée au début de mai de la même année. Dès l'autogestion espagnole. L'autogestion a connu dans l'Espagne républicaine un certain succès pendant les années 1936 à 39. L'autogestion espagnole s'est étendue sur la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.